pour le coup, quand on parle d'aventure, on imagine le cliché de ouais, dans des paysages sublimes, sous un orage, je sais pas quoi. Enfin, on a un peu ce truc de l'aventurier à la Indiana Jones, mais en fait, l'aventure, ça peut être complètement autre chose. Et moi, j'ai voulu vivre l'aventure et je suis vraiment servie d'un point de vue intérieur aussi, quoi. C'est vraiment plus les mêmes repères du tout reconstruire. Euh, voilà, une autre façon d'être en relation avec les autres, essayer de trouver sa place sans avoir sa place non plus. C'est, ouais, franchement, c'est dépaysant, mais pas comme c'est dépaysant par rapport au soi qu'on est avant de partir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Donc, on est sur le podcast avec Laurence et Valérie, donc Valérie avec un Y. Laurence et Valérie sont mari et femme. Je les ai reçus sur le podcast Loin de chez soi, tout simplement parce qu'ils vivent l'un et l'autre à des moments différents en tant que couple, des aventures loin de chez eux. Bonjour Laurence et bonjour Valérie. Bonjour. Et bienvenue à vous sur le podcast. Merci. Merci. Alors, vous pouvez nous dire où vous êtes actuellement et puis ensuite, on va un peu parler l'un et l'autre de vos racines pour dire à quel moment vous vivez des aventures loin de chez vous. Eh ben, en ce moment, on est sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, depuis presque un an. Et ben, il y a une raison pour ça. Et on va l'expliquer juste après. Euh, qui veut commencer par expliquer un petit peu où il a grandi, d'où il vient Honneur aux dames. Hein. Ok. Ben, moi, donc, j'ai grandi en France métropolitaine, à 1 heure de Lyon, à peu près, dans la campagne du Nord-Isère. Toujours grandi à la campagne. Voilà, je suis pas du tout faite pour les villes et les appartements. Et voilà, une enfance très enracinée, j'ai envie de dire, dans ce qu'on peut imaginer qu'est la France. Tu vois, c'est vraiment la bonne cuisine, un père lyonnais, une mère bourguignonne, vraiment, voilà. Oula, le combo est énorme. Ouais. Et puis pas, voilà, bouger, mais surtout pour les vacances, mais sans plus, Mhm. quoi. Voilà, mais très attaché au rayon de 50-60 km autour de là où j'ai grandi, quoi. Ok, d'accord, très bien. Et toi, Valérie, de où Alors, viens-tu? alors, moi, je suis malgache, né à Mhm, Tananarive, à Madagascar, plus mhm. précisément. Et puis, j'y ai passé mon enfance. Que dire de plus sur Madagascar? Après, j'ai quitté Madagascar pour habiter à La Réunion autour de 13 ans, jusqu'à début de vie d'adulte, quoi. Et sinon, je suis parti en métropole après ça pour, on va dire, pour l'exploration. Il n'y avait pas une raison professionnelle ou autre, c'était une volonté de découvrir un peu autre chose que la Réunion, c'est ça? La première raison pour laquelle j'ai quitté Madagascar, c'était pour les études. C'est-à-dire que ce qu'offrait Madagascar en termes d'éducation ne convenait plus à mes parents. Donc du coup, ils m'ont envoyé seul à La Réunion pour habiter chez ma sœur, pour faire le collège et puis le lycée. Et puis après le lycée, je suis parti en métropole pour les raisons professionnelles, effectivement. Et c'était le choc, quoi. Mhm. Et vraiment. Qu'est-ce qui a été le choc, justement? Alors, le choc a été en deux phases. C'est de quitter ses parents très très jeune.
faut quitter ses parents à 13 ans quand même, voilà quoi, c'est chaud. Puis après, en ayant un peu la Réunion comme transition, ben, c'était cool, c'était un pays chaud, ça va, tout le monde il est gentil, tout le monde, voilà quoi. Tout d'un coup, parachuter en plein métropole dans la région parisienne, sud parisienne, c'était vraiment, vraiment l'ultra choc quoi, parce que ben, je ne connaissais pas du tout les villes dans cette taille-là, enfin plein de choses quoi, plein, plein, plein de choses. Et quand tu arrives en métropole, en région parisienne, c'est quoi les premières choses qui te viennent à l'esprit? Donc il y a effectivement ce choc, mais il y a quoi? Il y a le fait de dire je vais pas savoir y rester, il y a le froid, enfin qu'est-ce qui te vient en premier? Alors, le truc qui me vient en premier, c'était beaucoup de mouvements, ça bougeait dans tous les sens, c'était ultra stressant. Pour quelqu'un qui a grandi un peu à la cool, on dit que nous, les gens des îles, on est un peu plus cool, machin et tout. Donc oui, quand le premier ressenti, c'était vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de stress et ambiant autour, et chose que moi, j'ai pas connu jusque-là, quoi. Donc du coup, il y a ça, il y a aussi la pluralité de gens autour de nous, parce que bon, il y a des gens de tous les horizons, quoi, de tous les pays, et ça m'a, waouh, je m'étais dit à ce moment-là, waouh, en fait, il y a pas que des blancs, en fait, en métropole, voilà. Oui, en plus, en arrivant en région parisienne, effectivement, il y a plutôt un métissage. Alors que, effectivement, si on arrive en pleine campagne en France, tu aurais pu être effectivement dans un endroit où tu n'as pas du tout de métissage. Là, c'était pas le cas. Et je me permets une question par rapport au travail. Il y avait un lien entre la Réunion et la métropole et tu venais pour faire le lien entre les deux. C'était un travail uniquement en métropole. Enfin, est-ce qu'il y avait dans ton travail, est-ce que tu gardais un lien avec la Réunion ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était vraiment trois vies différentes, Madagascar, Réunion, métropole. Quand je suis arrivé en métropole, j'étais venu pour finir mes études, mais finalement, ça s'est pas fait, dû aux difficultés financières, parce que quand on débarque comme ça, on se dit, ouais, ça va être cool, machin, on va être aidé et tout. Et puis finalement, bah, il y avait que la famille qui a pu aider comme ils ont pu, quoi, sur le coup. Et c'était pour finir mes études, mais finalement, ça s'est pas fait, quoi. Donc après, ben, de fil en aiguille, il a fallu aller aux intérims, faire des missions intérim, gratter un peu par-ci, par-là pour aider à payer le loyer, à payer la bouffe et machin et tout. Donc, ouais, voilà quoi. C'était plutôt, comment dire, c'était plutôt un début d'expérience assez négatif et assez trash quand même pour un jeune de 20 ans. Bah, À qui en voulait, quoi. ouais, qui en voulait. Voilà, exactement. Donc, en plus de vivre le déracinement, tu vis en plus aussi le fait d'avoir de la difficulté à joindre les deux bouts, ce que beaucoup de gens connaissent malheureusement en métropole et notamment en région parisienne. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te donne envie de continuer à rester? Et qu'est-ce qui te dit, enfin, qu'est-ce qui te fait dire, bah allez, je veux repartir? Parce que quand on est loin de ses racines, c'est une des difficultés justement. Alors, la première année était très, très, très dure. Euh, Mhm. enfin, moi, j'ai eu la chance d'arriver en métropole quand il faisait à peu près encore chaud. Donc, après, une fois l'hiver arrivé, ben, j'ai dû me déplacer plus bas, habiter à Grenoble, chez mon autre frère. Et puis, à partir de là, ben, je m'étais dit, de toute façon, ce sera pas pire ailleurs, en fait. C'est pour ça que je suis resté. Parce que finalement, quand on est à La Réunion, ben, on a vite fait le tour. Et puis, quand on est jeune, on a besoin de découvrir plein de choses aussi. Donc, du coup, la métropole est là, heureusement, fort heureusement pour des jeunes. Et là, et on découvre plein, plein, plein de choses que nous, à La Réunion, on connaissait pas du tout en tant que jeunes, quoi. Donc, ça, c'était une des motivations qui ont fait que je suis resté en métropole. D'accord. Et quand tu étais en métropole, qu'est-ce qui te manquait le plus de tes racines, que ça soit de la Réunion ou de Madagascar? Est-ce qu'il y avait des choses où tu te disais, mince, ça me manque et j'en ai besoin? J'imagine la famille forcément, mais il doit y avoir peut-être d'autres choses aussi. Il y a plein de choses. L'ambiance générale, quand on est dehors, la bouffe.
La mer, quand on est jeune, surtout, c'est ça qui manque le plus. Après, oui, effectivement, il y a la famille. La famille prend une grande place. Mais c'est surtout les petites fêtes dans les familles, les machins comme ça, qui font que ça me manque énormément, quoi. Parce que, en fait, quand je suis arrivé en métropole, j'ai senti quand même qu'il y avait une sorte de froideur vis-à-vis des étrangers, même si on a beau parler le français sans accent, sans rien du tout, et Et que tu étais que déjà français. voilà, et que je suis déjà français, d'une mère française et d'un père malgache, avec juste ben, une couleur un peu différente, ben en fait, du coup, il y a ce côté-là qui a beaucoup, beaucoup, énormément touché. Et qui fait que ça donne envie de repartir, en fait. Et ce côté-là qui était vraiment amer. Et quel que soit le lieu où tu étais, ce que je veux dire, c'est que tu sois en région parisienne ou que tu sois du côté de Grenoble, aux deux endroits, tu as senti et tu as ressenti cette, entre guillemets, le fait d'être montré du doigt parce que tu n'avais pas la bonne couleur alors que tu es de nationalité française. Même quand on se balade toujours aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a Quand on n'était pas à La Réunion, quand on n'était pas à La Réunion, ou en vacances dans des coins un peu du genre Sarlat, dans, dans la dans, Dordogne. dans la Dordogne ou un peu dans le sud, un peu à gauche, à droite, les regards sont toujours là en fait. Il y a certains regards que, avec le temps, on arrive à capter que en fait, c'est des petits regards qui sont critiques, et on le sent tout de suite en fait au final. Dans les villes, c'est peut-être un peu moins marqué, je trouve. Dans les villes, c'est moins marqué, effectivement. Mais dans des coins un tout petit peu plus, enfin, de 10 15 000, on sent que quand même, il y a certaines choses qui ne trompent pas au fil du temps. Et puis voilà, quoi. Ouais, quand il n'y a pas l'habitude, entre guillemets, de voir quelqu'un de différent de soi, tu l'as constaté à plusieurs reprises, tu as un regard qui est marquant et qui pèse sur toi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Exact. Et quand tu dis les fêtes me manquaient, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas la Réunion et qui ne connaissent pas les îles en général, euh, que- enfin, comment ça se vit justement ces fêtes? Est-ce qu'il y avait tous les soirs les portes sont ouvertes et puis chacun vient l'un chez l'autre? Comment ça se passe? Alors, ben, le premier truc qui me vient à l'idée, là, par exemple, c'est les périodes de Noël. Les périodes de Noël Ouais. à La Réunion, ben, nous, notre Père Noël, il est toujours en rouge, mais avec un short et un débardeur. Tu vois. Toujours le bonnet, bien évidemment. Et en famille, en général, en fait, La Réunion, bon, je vais pas dire que c'est une généralité, mais ici, à La Réunion, il y a quand même une forme de chaleur où, quand on croise n'importe qui dans la rue, on souhaite joyeux Noël, bonne année. C'est comme si c'est vraiment des souhaits vraiment ouverts. Ça veut dire avec le grand sourire et puis limite l'accolade, même si on ne les connaissait pas, quoi. Chose que je n'ai jamais croisée en métropole. Ça veut dire en métropole, on dit juste à son boulanger bonne année et puis ben, le petit sourire et puis ben, meilleur vœu, machin, et ça s'arrête là, quoi. Alors qu'ici, à La Réunion, ben, tous les gens qu'on croise dans la rue, limite, si on se dit bonne fête, on se tient la main, On boit enfin, un coup. on boit un coup, très facilement d'ailleurs, mais, mais il y a ce côté-là, et puis les ambiances de La Réunion, par exemple, vu que il y a les hindous, il y a les asiatiques, il y a enfin, Les les musulmans, musulmans, voilà, les malgaches, les mahorais, il y a les créoles même. Donc, du coup, il y a plein de fêtes comme ça qui se fêtent. Et en fait, chose qui manque en métropole et chose qui me manquait vraiment à moi, c'est que, par exemple, ben, mon pote qui était musulman, ben, je faisais quasi le ramadan avec lui, quoi. Et puis, ben, Ah, on mangeait génial. chez lui le soir et ainsi de suite. Et puis, ben, arrive le nouvel an chinois, ben, ils nous invitaient chez eux. Enfin, arrivé les fêtes malgaches, la fête de l'indépendance de Madagascar. Ici, à La Réunion, ben, on s'invite tous et c'est tellement facile. C'est tellement facile de nouer le dialogue que, en fait, on se sent comme dans une grande famille, en fait. Bon, là, j'extrapole un peu, mais on se sent comme vraiment.
c'est une communauté, quoi. C'est une grosse communauté, Pluriculturel. voilà, Qui font un, quoi. pluriculturelle, voilà, exactement. Et donc, avant d'expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes à La Réunion, Laurence, bon, pour ceux qui vont écouter ce podcast, on a fait un podcast, mais qui sera peut-être diffusé après sur Allez Vas-y, où on explique beaucoup ton parcours. Mais explique-nous rapidement ce que tu fais aujourd'hui et comment vous vous êtes rencontrés. Je suppose en métropole, mais après, voilà, Bon. je n'en sais rien. Et justement, faites-moi découvrir. Alors, ce que je fais, je suis graphiste indépendante, entrepreneur depuis 2017. Mhm. Donc, du coup, c'est vrai que bah, c'était pas un choix. J'ai pas choisi d'être entrepreneur pour être mobile au départ, mais il se trouve que c'est vachement Mhm. pratique de pouvoir, enfin, en tout cas, être entrepreneur et j'ai juste besoin d'un ordinateur pour travailler et puis une connexion Internet. Je ne me Ouais. considère pas pour autant digital nomade du tout. Enfin, je suis pas dans j'étais pas dans cette culture-là et je pense pas l'être non plus aujourd'hui. Bah, pour essayer de faire court, en fait, on s'est rencontrés. Moi, j'étais adolescente et Mhm. je m'ennuyais dans ma campagne. Et j'ai grandi avec un ordinateur dans la main. Et du coup, c'était compliqué de nouer des relations bah, avec mes semblables, soit parce que c'était loin, soit parce que, voilà, comme tous les jeunes, en fait. Et du coup, c'était l'époque de... La grande nouveauté, c'était Messenger, les chats, tous ces trucs qu'on connaît très bien aujourd'hui. Et dans mon innocence d'adolescente, je me suis inscrite sur des groupes de chat comme ça, très genre j'avais juste envie de discuter avec des gens, quoi. Je m'en foutais. Je ne cherchais rien de spécial, je voulais juste discuter. Et en fait, dans la file de messages, il y a un gars qui vient me parler, qui me dit des choses intelligentes pour une fois par rapport à tout ce qu'il m'avait abordé. Et alors, sachant que je cherchais même pas à draguer, hein, c'était vraiment. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, enfin quelqu'un qui me parle de trucs intelligents. Et puis, de fil en aiguille, on s'est mis à discuter de plus en plus, je sais pas, plusieurs fois par semaine, voire, et puis au bout d'un moment, tous les jours. Et puis, bah, au bout d'un moment, on s'est dit, putain, bah en fait, on aime bien, on s'aimait bien, quoi. On aimait bien discuter comme ça. Et bah, le temps faisant, je pense, et les discussions faisant, au bout d'un moment, on s'est aperçu que bah, on était amoureux, quoi. Et donc, on s'est rencontrés sur Internet, tout simplement. Mais sans les applis de rencontre. Ouais, c'était pas encore les applis de rencontre à l'époque, c'était vraiment là, c'était le Ouais. grand bain, quoi. Il y avait tout et n'importe quoi. Et lui, il habitait à Grenoble, et moi, 80 kilomètres plus loin, dans le Nord-Isère, juste à côté, enfin pas très loin de Lyon. Donc, il n'était pas à l'autre bout du monde, et moi non plus. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça, et on a fini par se rencontrer en vrai, bien sûr, au bout d'un moment. Et puis, ça a continué dans la vraie vie après, quoi. Et donc, quand vous avez puisque vous vous êtes rencontrés en parlant, quand Valérie t'a parlé de ses racines, ça a été quoi pour toi qui a grandi en métropole, dans plus un côté campagne? Ça a été quoi tes premières questions vis-à-vis de lui? Bah, en fait, il faut dire que moi, j'ai toujours adoré les gens qui venaient d'ailleurs. C'est déjà toute petite, quelqu'un qui avait... Alors, c'est facile de commencer par l'apparence. Donc, moi, la première chose qui me rendait curieuse, c'est, ah, il y a quelqu'un qui ressemble pas, qui me ressemble pas physiquement. Donc, ce que Valérie a subi comme discrimination et comme racisme, moi, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que dès que je voyais quelqu'un de couleur, ou même si c'était de couleur, ou en tout cas qui semblait venir d'ailleurs, et ben, j'étais attirée comme un aimant, quoi. C'était vraiment, j'ai envie de savoir, j'ai envie de discuter, de comprendre son parcours, etc. Donc, quand il m'a expliqué qu'il venait, alors au début, il m'a dit qu'il était réunionnais, et après, voilà, la confiance s'installant, il m'a un peu plus raconté sa vie. Et ben moi, c'était juste, mais trop bien, en fait. C'était mais génial, c'est exactement ce que je cherchais comme relation, quoi. Donc, tu fais de la discrimination, mais positive, toi. Si on veut. Ok, et donc les premiers échanges en lien avec les racines, tes premières questions, est-ce que tu t'en souviens un petit peu c'était quoi qui te titillait justement parce que c'est intéressant Alors, j'ai peut-être pas les questions exactes en tête, mais j'imagine Oui. que me connaissant, c'était autour de... Alors, peut-être tu pourras compléter, Valérie, si toi Oui, tu bien t'en sûr. souviens, mais Mm. euh, ça devait être du genre... Alors déjà, Madagascar, je pense que c'est
une nation assez peu connue des Français Mm. métropolitains, on va dire, et c'est très dommage parce que Madagascar a été français pendant un bon moment. Et moi, j'étais... Alors, si ce que je peux raconter comme anecdote, c'est quand j'ai commencé à dire à ma famille que je fréquentais un Réunionnais, ils m'ont dit, oh là là, ils sont chauds les Réunionnais, fais gaffe et tout. Donc, du coup, je me suis dit, alors moi, quand on me sort des trucs, des clichés, des a priori, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de les renverser, ces a priori. J'ai envie de leur démontrer que c'est faux ou que c'est pas seulement ça, que ça se résume pas à ça. Donc j'imagine qu'il y a eu des questions autour de la culture réunionnaise que tu m'avais présentée au début, qui étaient du genre, bah voilà, d'aller chercher le contraire du cliché de la Réunion et d'aller un peu plus loin. Et puis par rapport à la culture malgache, ben, c'était de comprendre. Là encore, je pense que ça tournait autour de, ben voilà, moi ce que je sais, l'image que je me fais de Madagascar, mais voilà, toi, raconte-moi ce que c'est vraiment. Et ça passait surtout sur des questions liées à son enfance, plus que sur la culture malgache en général, mais forcément, en me racontant son enfance, il me racontait aussi ce que c'est que Madagascar aussi culturellement, quoi. Et donc, quand vous démarrez votre vie commune, est-ce que à un moment vous abordez le fait de dire que peut-être, et c'est plutôt Valérie dans ces cas-là, peut-être qu'un jour t'aimerais retourner à la Réunion, où la question elle se pose même pas au moment où vous commencez à vivre ensemble? Ben, concrètement, moi personnellement, enfin, moi, je me suis jamais dit que j'allais y retourner un jour ou y habiter définitivement ou un truc dans le genre, quoi. Ça n'a jamais été abordé à aucun moment de notre vie jusqu'à peu. L'envie était là. Il y a aussi le côté où ben, je me plaisais tellement en métropole que ben, ça n'a jamais été abordé, quoi. Et les retours à la Réunion ou à Madagascar, tu en faisais régulièrement, très espacé? Comment ça a fonctionné? Non, du tout. En fait, j'ai quitté Madagascar dans les années milieu 90 et j'y suis retourné En 2018. en 2018. Donc du coup, il y a vraiment, il y a eu quand même une grosse, un gros temps d'absence, même si la culture était, voilà quoi, je parle très bien malgache, j'écris très bien le malgache, je parle très bien le créole, j'écris bien le créole. L'envie était là de revenir, mais ça, c'était pas vraiment présent. Je me permets une question et tu me diras si elle est indiscrète et si tu veux pas y répondre, mais ta famille proche, elle était toujours à Madagascar et est-ce que tu les voyais encore? Est-ce que tu les as vus? Est-ce que c'est eux qui venaient en métropole ou qui venaient à La Réunion? Comment ça s'est passé à ton départ de tes 13 ans à Madagascar? Alors, à mon départ de mes 13 ans de Madagascar, en fait, il restait plus que mes parents parce que mes frères et sœurs étaient tous à La Réunion et en métropole. Restait que mon frère aîné qui restait à Madagascar parce que lui, il a choisi d'y habiter, il a choisi d'y faire sa vie, quoi. Sachant qu'entre lui et moi, on a 20 ans de différence d'âge. Donc, du coup, ben, lui, il y est resté. Et puis, moi, à 13 ans, ben, je suis parti, quoi. Et ça a été vraiment, ça a été quand même un gros déchirement. Mais je sais pas, ça me remue un peu comme question. Je suis Je désolé. me doute. T'inquiète. C'est une douleur qui fait que ça a été compliqué dans la culture. Enfin, on discutait beaucoup de Madagascar tout le temps Mhm. qu'on passait ensemble. Et le fait de s'imaginer y retourner, c'était trop douloureux de toute façon, même s'il y avait il y avait un Ouais. désir que Valérie Voilà, me disait bien. Il exactement. disait, bah voilà, il y avait une nostalgie, il y avait un amour dans ces paroles de cette terre-là, mais qui faisait mal. Donc du coup, l'idée d'y retourner, c'était, moi je sentais bien que c'était douloureux, et donc l'idée, enfin la possibilité qu'on retournerait soit à Madagascar, soit à La Réunion un jour, pour moi c'était même pas envisageable parce que je voyais bien que c'était trop difficile pour lui de l'envisager, quoi. D'accord. Ouais, donc il y avait un côté envie, mais il n'y avait pas enfin, il y avait une difficulté émotionnelle suite à cette. À affronter à nouveau ce départ dans l'autre sens, Mm. c'était quand même compliqué, c'est costaud. Quand vous avez commencé à vivre en métropole, est-ce que toi, Laurence,
tu t'es dit, bah, j'ai envie d'aller aussi découvrir les racines et les origines, entre guillemets, de Valérie, avec qui je partage ma vie. Est-ce que toi, tu as eu des envies dans ce sens-là? Oui et non. En fait, je crois que je me suis construite ma propre stratégie par rapport à ça. C'est-à-dire que j'adore les gens qui viennent d'ailleurs, mais j'ai super peur de voyager. Donc, donc, du coup, moi, ça m'arrangeait bien que lui aussi, il ait peur d'y retourner parce que bah, regarder ça de loin et me nourrir des cultures autres que la France métropolitaine et de le regarder de là où moi j'étais, dans ma zone de sécurité, tranquille, ça m'allait bien Voilà, ça m'allait bien, quoi. Et du coup, ben, moi je l'imaginais vraiment comme quelque chose d'assez fantasmé, c'est-à-dire oui, pour notre voyage de noces, on ira à La Réunion, on ira à Madagascar, voilà, c'était un truc, c'est dans longtemps, tu vois, c'était vraiment, ouais, ouais, ça fait rêver, mais c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Donc il y avait une espèce de, pareil, une attirance et une peur, mais pas pour les mêmes raisons que Valérie. Ce qui s'est passé du coup, et je pense que c'est je sais pas, je suis comme ça. Bah je suis allée chercher les racines de Valérie pour mieux les connaître directement auprès de sa famille en métropole, c'est-à-dire que je me suis mise à apprendre le malgache parce que les repas de famille, ils m'ont tellement bien intégrée dans la famille que si tu veux, assez rapidement, ils oubliaient que je parlais pas malgache. Et, euh, et du coup, il y avait des repas. Alors, et puis c'est très chouette. Les ambiances sont très chouettes dans ces moments-là. Et, et du coup, moi, je me sentais larguée très, 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 pendant une longue journée. Et c'était pas de leur faute. Je leur en voulais pas du tout parce que, voilà, pour moi, c'était le signe que vraiment, je faisais partie de la famille et qu'ils me considéraient, voilà, ils oubliaient complètement que Il y je avait parlais que même, français. il y avait même des fois où même si tu ne comprenais rien, on te parlait quand même au Oui, malgache. voilà, ils me regardaient, ils parlaient, et je leur disais, non, mais en fait, j'ai rien compris. Ah oui, pardon. Donc, ils traduisaient, ils reparlaient, parce que tout le monde parle français dans la famille de Valérie. Mais voilà, la langue maternelle, ça reste la langue maternelle. Donc, j'ai appris le malgache, j'ai appris à cuisiner malgache, j'ai appris comment dire, l'art de vivre à la malgache qui est très présente dans la diaspora malgache en France, hein, et comme tout, je pense, comme tous les expatriés, il y a cette culture qui est très vivante, qui est entretenue, et je trouve ça très chouette. Donc, je me suis nourrie de ça et j'ai voyagé sans quitter la France pendant toutes ces années, d'une certaine manière. Et encore aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, je disais à Valérie, bon, allez, prochaine étape, maintenant que je sais faire tous les plats, enfin, tout, non, j'exagère. Maintenant que je sais faire beaucoup de plats malgaches et que j'avoue, j'en suis fière parce que c'est un plaisir pour moi et c'est de l'amour aussi. Bah, du coup, je me dis, allez, la prochaine étape, je veux vraiment aller plus loin dans l'apprentissage du malgache et vraiment le maîtriser à fond, comme si c'était une des langues vivantes que j'avais appris à l'école, quoi. Voilà. Bravo. Et comme quoi, enfin, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que au fond, je vais résumer le truc, mais il n'y a pas forcément besoin de prendre un avion si on veut vraiment voyager au sens propre du terme. Il suffit d'aller rencontrer les gens qui, des fois, habitent juste à côté de chez nous et aller s'intéresser à eux, quoi. En fait, on est là-dedans, dans ce que enfin, dans ce que tu racontes. C'est vraiment ça. C'est ça, et c'est un premier pas, c'est-à-dire que bien sûr que c'est une autre expérience. L'expérience de voyager dans le territoire d'origine, c'est encore une autre dimension, mais ne serait-ce qu'aller vers l'autre, comme tu dis, c'est très vrai. Même si il n'y a pas forcément besoin d'être en couple, il n'y a pas forcément besoin, enfin, il n'y a pas de prétexte à avoir, selon moi, pour aller discuter avec des personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont une autre culture, parce qu'il y a tellement de richesses, mais c'est incroyable, moi, ça aide, bien sûr, d'avoir un proche, d'avoir un ami, voilà, quelqu'un pour se sentir légitime de faire ce pas, mais franchement, je vois, en plus, surtout ici à La Réunion, on voit à quel point, à partir du moment où tu t'intéresses à l'autre, ça désamorce tous les verrous, quoi. Et voilà, moi, je peux qu'encourager les personnes qui nous écoutent à frapper à la porte des voisins qui, je sais pas, viennent de Pologne, viennent de je ne sais pas où, et d'entamer un dialogue vraiment ouvert sur leurs origines. C'est juste génial, quoi. Rencontrer l'autre réellement et profondément, c'est important.
Et donc, puisqu'à mon avis, les gens qui écoutent à un moment sont en train de se dire, mais quand est-ce qu'ils vont en parler? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, aujourd'hui, vous vous retrouvez à La Réunion et vous n'y êtes pas pour des vacances, puisque ça fait 1 an que vous y êtes. Comment ça chemine pour prendre cette décision de dire on traverse l'Afrique et donc l'océan Indien pour aller vivre à La Réunion? Le passage à Madagascar en 2018, parce qu'on malheureusement on y est allé pour un événement qui était le décès d'une de mes nièces. Donc du coup, en fait, c'était ce retour-là qui a fait que, en fait, ça a fait un électrochoc. Vraiment l'électrochoc pour dire, il faut que j'y retourne un peu pour histoire de me ressourcer vraiment. Parce que finalement, quand je suis retourné à Madagascar, il y a eu quand même un gros déclic du ah ouais, ça fait tant de temps que je suis parti. Et le déclic qui s'est fait, c'est un jour, quand on y était en 2018, en fait, on est arrivé devant un arbre et lors d'une promenade, et la personne qui était avec nous m'a dit bah, regarde, cet arbre a été planté il y a 24 24 ans. ou 24 ans. C'était un arbre, mais immense, quoi. Le truc, il faisait 35 mètres de haut avec une C'est un trop circonférence trop. de énorme, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, c'était ça mon électrochoc. C'est que je suis parti aussi longtemps Qu'un avec arbre a eu le temps de pousser, quoi. qu'un arbre a eu le temps de pousser et un gros arbre. Et en fait, le truc, il s'est fait de 2018 jusqu'à 2021. Ouais, 2020 même, je Ouais, pense. ça a vraiment grignoté un peu. Et puis après, ben, pour moi, à un moment donné, il était indispensable de me ressourcer, de venir me ressourcer soit à La Réunion, soit à Madagascar. Bon, connaissant un peu le contexte malgache, politiquement malgache et toute la sécurité, machin et tout, je vais pas trop m'étaler dessus, mais quand même, on a une forme de sécurité que nous, ici à La Réunion, on n'a pas à Madagascar. Donc, du coup, c'est pour ça que l'option La Réunion était plus retenue, sachant que mes parents sont ici. Ça faisait des années aussi qu'on les a pas croisés. J'ai mes 2 sœurs qui sont ici. Donc, du coup, tout ça fait que, en fait, la motivation était plus tournée à La Réunion qu'à Madagascar même. Mais bon, je me dis, j'y retournerai bien un jour à Madagascar. Peut-être pas pour un an, mais j'y retournerai pour de longues vacances également. Laurence, là, c'est vers toi que je me tourne parce que là, entre guillemets, les choses s'inversent. C'est-à-dire qu'on avait Valérie qui est partie de la Réunion et qui s'est déracinée de Madagascar puis de la Réunion. Là, c'est toi, entre guillemets, qui dois prendre la décision de te déraciner. Comment cette décision, elle s'est présentée à toi et comment t'as accepté ce changement dans ta vie? Bah, ça a été assez dur parce que, bah, comme je l'ai dit, moi je suis je sais pas quel qualificatif utiliser, mais voilà, je suis quelqu'un du terroir qui aime voyager à travers les relations sans quitter son chez-soi. Et du coup, en fait, depuis 2018 et ce voyage à Madagascar, tous les deux, on a été bouleversés, lui par rapport à son histoire et moi d'avoir enfin la version, la réalité par rapport à ce que lui me partageait, de son vécu, de sa vision de Madagascar. Donc, pas mal de claques pour moi aussi. Et Et, de la Réunion également, parce que bon. et de la Réunion, mais là, en 2018, c'était surtout le Madagascar, quoi. Mm, Et en fait, alors, il faut dire que suite à ce premier voyage, on avait déjà opéré un premier changement qui était, on avait acheté une tiny house pour vivre dedans, parce que justement, on avait besoin de s'alléger au vu du niveau de vie de Madagascar, en contraste avec le niveau de vie qu'on avait en métropole. Alors, on n'est pas non plus plein aux as, voilà, on faisait super gaffe à nos consommations, on était plutôt... on a toujours été dans une démarche en plus très consciente de notre impact écologique, etc. Et en fait, ce voyage à Madagascar nous a donné l'impulsion pour aller un cran plus loin et de s'alléger encore plus, et matériellement, mais aussi dans la manière de vivre et l'empreinte écologique. mhm. Et moi, je me suis dit, ah, ça y est, en fait, mon rêve de jeunesse qui était voilà, de tendre vers l'autonomie,
de vivre dans un habitat respectueux de l'environnement, ça y est, on y était, quoi. Donc, du coup, pour moi, on était sur une lancée franco-française dans une tiny house à chercher un terrain, etc. Et en fait, une fois installé dans notre tiny house, je voyais qu'il n'était pas plus heureux que ça, alors que moi, je jubilais. J'étais dans un... pour moi, j'étais dans un épanouissement, mais trop bien, quoi. Et en creusant, en fait, encore une autre claque, c'est que on s'est rendu compte, alors je dis on parce que je le sentais Mhm. et le fait que je t'en parlais, Ouais. ça t'a autorisé à le formuler aussi. C'est que l'habitat, oui, on était complètement sur la même longueur d'onde tous les deux, mais ce qui lui l'empêchait d'aller plus loin, enfin en tout cas de s'y sentir bien, c'est que ses racines, il sentait qu'il avait besoin de nourrir ses racines et en fait, à peine rentré dans la tiny, il m'a dit, bah écoute, je me sens pas chez moi ici, je me sens pas à ma place. Et là, ok. Bon, du coup, je commençais à pressentir le truc. Je me suis dit, oulala, je crois que qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a plein de trucs qui me sont passés par la tête. Je dis, oh maintenant, là, ça y est, on est foutu, on va devoir se séparer parce que lui, il va retourner là-bas, mais moi, je m'en sens pas capable, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? En plus, on a un petit garçon qui a 6 ans aujourd'hui. Donc, pareil, là, lui, il a connu que la France. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, bref, la grosse, grosse angoisse. Et puis, c'était un peu mis sous le tapis pendant 2, 3 ans, 2 ans, je pense, Mhm. 2 ans. 2 ans. Et comme beaucoup de gens, je pense, le Covid passant par là, ça a secoué un peu le truc aussi. Et moi, c'est le déclic que j'ai eu qui m'a encouragée à le suivre. Alors, il- voilà, il a fallu plus d'1 an pour qu'il arrive vraiment à me formuler, écoute, moi j'ai envie de retourner à La Réunion pour profiter de mes parents et revenir, voilà, nourrir mes racines. Il a mis du temps vraiment me poser la question, à me le faire la demande. Et les premiers temps où il m'a fait cette demande-là, je n'arrivais pas à l'entendre. C'était, pour moi, c'était d'une angoisse, mais incroyable. Et avec le 2 ou 3e confinement du mois de mai 2020, je n'arrive plus à les compter. En fait, je pense qu'on les a très bien vécus, nous, les confinements, parce qu'on était à la campagne, dans un habitat qui nous convenait, entouré de nos proches. Donc vraiment, on voyait les gens qui vivaient en ville complètement décomposés. Et nous, on se disait, en fait, ça va, en fait, ça va. On On est se bien. sentait en sécurité. Mhm. Et ce confinement du mois de mai, je l'ai moins bien vécu parce que tout d'un coup, je me suis dit, putain, mais on va se taper combien de... J'en avais marre de subir l'autorité de quelqu'un qui ouvre et ferme les vannes à ma place, quoi, qui dit, bah là, tu as le droit de vivre, là, tu n'as pas le droit de vivre. Et en fait, c'est venu appuyer sur le curseur besoin de liberté, besoin de souveraineté, voilà, et de bouger aussi. Et c'est très bizarre, mais c'est en flânant sur Instagram, en suivant, je suivais un gars qui s'appelle NC Bentoum, qui est cheveutologue, spécialiste de cheveux africains et afro-descendants. Je ne suis pas du tout concernée. Alors, comme on est dans un podcast, moi, je suis très blanche, avec les yeux bleus et très blonde et tout ce qu'on peut faire de pas du tout afro-descendant. Et je suis cette personne par encore une fois, cette curiosité de l'autre. Et je vois qu'à ce moment-là, lui, il est en Guadeloupe, je pense. Et le confinement là-bas se vivait complètement différemment. Il y avait un groupe de musique dehors qui visiblement faisait acte de résistance avec de la musique où on sentait que c'était de la musique très qui venait des tripes. Musique de, moi j'imagine que c'était de la musique de descendants d'esclaves, tu vois, que de la percussion et c'est pas du tout Zouk Machine et compagnie, quoi. Et, et de voir ça et que les gens, comment dire, on n'osait pas les toucher, ces gens-là. Il y avait des policiers autour d'eux, pas du tout agressifs, hein, qui étaient juste là pour dire, bon, allez, squattez pas trop. Je me suis dit, putain, mais en fait, il y a autre chose ailleurs, quoi. Et c'est là où j'ai compris, ça m'a fait le déclic, parce que Valérie était aussi dans ce mal-être du regard trop pesant, parce qu'on a eu des regards bienveillants aussi Oui, euh, bien en sûr. métropole. On a beaucoup parlé des regards critiques et potentiellement racistes, mais on a aussi eu beaucoup, beaucoup de regards super bienveillants, super joyeux de nous voir en tant que couple et tout ça. Mais quand même, ça lui pesait.
qu'il avait une colère envers cette mentalité française qui le saoulait, d'être suivi, dès qu'on allait dans un supermarché, il était suivi dans les rayons et pas moi, enfin, on en avait marre. Et c'est ça qui m'a fait, j'ai enfin compris le truc. C'est-à-dire que j'ai compris son besoin de retourner à autre chose, parce que lui, il avait connu autre chose et pas moi. Et voilà, c'est ce déclic-là où je me suis dit, ok, c'est bon, je lâche, ok, on y va. J'ai compris, je vois que moi aussi, en fait, je l'ai rejoint à ce moment-là, je pense, dans ce ras-le-bol qui, pour moi, avait pris une autre forme. Lui, c'était le racisme et moi, c'était la privation de liberté. Et je pense qu'on s'est rejoint finalement là-dessus, sur ce besoin d'aller ailleurs, voir comment ça se passe et de respirer un peu. Et je lui ai dit, ok, mais vraiment la boule au ventre, quoi. Et puis on s'est préparé, on a acheté nos billets d'avion, aller simple, on a prévenu la famille, alors avant d'acheter les billets quand même, pour s'organiser un minimum, et puis voilà quoi. Et donc toi, la décision d'aller vivre aussi loin de tes proches, quand tu la prends, cette décision, quand tu penses à eux, qu'est-ce qui te vient à l'esprit à ce moment-là? Alors en fait, cette colère et ce ras-le-bol ont fait que ça m'a servi de moteur, parce que si ça n'avait pas été là, je pense que j'aurais pas franchi le pas. Donc du coup, pour l'annoncer à mes proches et préparer ce départ, alors sachant qu'en plus, l'idée de départ, c'était on prend un aller simple, sans se donner de date de retour. Ça pouvait très bien durer 1 mois, 3 mois, 6 mois. On ne s'est jamais dit que ça allait durer en années. On s'est juste dit on y va, et puis c'est tout. Moi, j'ai mon travail que je peux emmener avec moi. On fait l'instruction en famille avec notre garçon. Donc, du coup, tout ce qui est scolarité, etc., on savait déjà gérer. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. Euh, donc, du point de vue organisation, il n'y avait pas de poids et pas de besoin particulier à part d'une voiture. Et vis-à-vis de mes proches, bah voilà, je le présentais comme ça. C'était ben voilà, on part à la réunion parce que Valérie en a besoin et puis voilà, moi ça nous fera du bien aussi. Et la colère a fait que c'était assez affirmé. Donc j'ai pas Trop cherché, convaincre. j'ai pas eu besoin de convaincre ou à justifier quoi que ce soit parce qu'ils sentaient que ça venait vraiment des tripes et tout le monde comprenait en fait parce que on était tous dans ce ras-le-bol du confinement. Et au contraire, tout le monde nous a donné sa bénédiction, quoi. Alors avec plus ou moins de peur, bien sûr. Les parents, forcément, les parents, eux, ils ont un peu flippé. Voilà, ils ont eu peur qu'on revienne jamais. Donc il y avait ah bah oui, c'est super, c'est génial, mais bon, vous revenez quand? Mais sinon, c'était plutôt bien. Franchement, on a eu les derniers mois avant notre départ, alors qu'on l'a pas forcément crié sur tous les toits, on le disait au fur et à mesure des personnes qu'on rencontrait, sans que ça soit non plus on n'en faisait pas tout un plat, quoi. Et c'est très drôle parce qu'on a eu une vague d'amour impressionnante, spontanée. Tout le monde est venu et il y avait, enfin, à aucun moment on a dit, allez, on fête notre départ. C'était vraiment, C'était pas calculé du tout. ah bah tiens, les cousins veulent venir dans la région, est-ce qu'on peut passer vous voir? Ok, bah du coup ils sont restés une semaine au lieu de 2 jours. Même les cousins du côté de Valérie, par exemple. Enfin, tout le monde est venu nous voir, euh, alors qu'ils n'étaient pas tous au courant qu'on venait à la réunion, qu'on partait à la réunion. Et on a eu une espèce comment dire, de comité de départ pendant plusieurs semaines comme ça, qui sont venus nous voir et nous donner plein d'amour. Et ça, c'était inattendu. C'était pas du tout sollicité, mais ça s'est fait tout seul. Et on a vécu des mois, mais trop, trop, voilà, gonflé à bloc. Allez, en mode, allez-y, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez à faire, et nous, on vous attend et on est là. Et là, franchement, je pense que c'était le petit coup de pouce, moi en tout cas, pour m'aider à partir l'esprit serein. Et je pense que toi aussi, Oui, Valérie. oui, pareillement. Mm. Et votre fils, bon, vous allez parler à sa place, mais comment il a vécu ce départ, ce choix de se déraciner, alors que bon, lui, il est entre les deux, justement. Il a ses racines en métropole et il a ses racines à La Réunion et à Madagascar, hein, puisque... Et ben lui, on a. Alors,
C'est à son âge, alors il avait 5 ans. Lui, il était très proche de mes parents et puis il était très famille. Enfin, il est toujours très famille. Et c'est vrai que déjà, on appréhendait aussi ce côté-là de, bah mince, on sent que ça lui apporte beaucoup de choses, beaucoup d'équilibre et de joie. Et le fait de le déraciner de ça, on était un peu inquiets. Donc du coup, on lui a dit les choses très simplement en disant, bah écoute, bah voilà, papa, il a besoin de ça et nous, ce sera. Alors moi, je l'ai présenté comme un. Et puis c'est comme ça que je l'ai. C'est avec cette intention-là aussi que j'ai voulu faire ce voyage. Je dis, bah on part à l'aventure. Mais vraiment, pas l'aventure dans les films ou les dessins animés, c'est juste, on y va et on voit ce qui se passe. Et j'ai essayé de lui transmettre ça. Valérie, lui, je pense que toi, tu as essayé de donner autre chose comme impulsion pour l'aider à partir. Mais à nous deux, c'était vraiment de l'aider à se projeter et de lui montrer vraiment tout ce qu'il y aurait de positif dans ce voyage. Alors, on a dit, ouais, on va aller sur un volcan, on va sûrement voir des baleines. Enfin, voilà, on essayait d'être dans des choses très concrètes pour qu'il se Mhm. projette. Et au début, il était un peu. Ouais, il n'était pas trop partant. Bah non, moi j'ai pas envie de partir. En plus, il adore sa tiny house. Lui, c'est 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 sa sa maison. maison. Mais petit à petit, voyant que nous, on était dans la joie, qu'on préparait ça avec beaucoup de positif, je pense, ça l'a aidé à partir et finalement, il s'est pris au jeu. Il s'est dit, ouais, ok, d'accord. Et est-ce qu'on fera ça? Est-ce qu'on pourra faire ça? Machin. Donc, du coup, ça a pris un peu de temps, mais voilà. Et encore aujourd'hui, il reste, ouais, il nous dit, bah, quand on sera rentré en métropole, j'aimerais bien qu'on fasse ça, ça, ça. Donc, on sent que la racine est bien là avec la métropole. Et on veille à ça aussi, quoi. Ok. Et toi, Valérie, en tant que papa, puisque bah, vu que vous viviez en métropole, ces racines métropolitaines, il les avait. En tant que papa, est-ce que ça a joué un rôle dans cette volonté de retourner à La Réunion aussi ce entre guillemets ce mal-être est-ce que c'était lié selon toi au fait que bah, ton fils, qui avait aussi des racines à La Réunion et à Madagascar, soit si loin de ça, de ses racines? Oui, oui, ça y a joué une partie aussi. Parce que, ben, en fait, par exemple, mes parents n'avaient jamais vu Ellie auparavant, mis à part Oui, tu disais ça. ils l'ont croisé pour 3 semaines et demie à Madagascar en 2018, parce qu'on y était tous, mais ils l'ont connu qu'à ce moment-là, quoi. Et donc, enfin, moi, en partie, ce qui me travaillait aussi, c'est que je me disais, ah, mais flûte à l'heure, il y a que ce moment-là où ils ont connu Ellie, et puis moi, il me manque, et puis j'ai envie que Ellie connaisse aussi ses grands-parents de mon côté. J'ai envie qu'ils connaissent les endroits où j'ai grandi. J'ai envie qu'ils voient tout ça de ses propres yeux, parce que c'est très bien de raconter des histoires en tant que papa et de dire, ouais, quand j'étais petit, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça. Mais de voir de soi-même, je pense que c'est important pour un enfant de communiquer vraiment et qu'il voit de ses propres yeux par où on est passé, nous, en tant que parents aussi, pour que les liens, je pense, pour que les liens soient encore plus profonds et que ça se fasse encore mieux, et la compréhension de l'un et de l'autre, du père au fils et du fils au père, quoi. Et ça, c'était vachement important. Ça y a joué énormément, oui, effectivement. Et donc, plus tard, il écoutera peut-être ce podcast un jour et je pense qu'il peut vous remercier tous les deux. Pour toi, Valérie, d'avoir insisté, entre guillemets, pour qu'il se reconnecte avec ses racines. Et toi, Laurence, d'avoir permis que ça soit faisable. Parce que là où tu as raison, Valérie, c'est que bah, il aurait manqué une partie de lui. Et le découvrir à 20 ou 30 ans, c'est pas la même chose que le vivre à son âge là actuellement. Donc, bravo à vous deux pour les efforts que vous avez fait mutuellement pour ça. J'aurais encore plein de questions à vous poser, mais je voudrais quand même être sûr de ne pas en louper quelques-unes. Aujourd'hui, si je suis un métropolitain et que je suis jamais venu à La Réunion, c'est quoi tout à l'heure, on parlait des plats malgaches et à la limite, on pourrait en citer un et puis donner un petit peu l'eau à la bouche. Est-ce qu'il y a un plat malgache dont vous pourriez parler et un plat réunionnais dont vous pourriez parler pour donner un petit peu de saveur comme ça dans le podcast, dans nos papilles?
Pour le plat malgache, alors comme je suis métropolitaine, je vais faire l'agent de liaison. Euh, je sais pas, moi, un plat emblématique de Madagascar, je trouve que c'est le raftout. Ouais. C'est des feuilles de manioc pilées, sachant que les feuilles de manioc crues, c'est genre toxique, hein, c'est plein de, je sais pas quel, c'est du cyanure, non, je crois. Ouais, il y a du cyanure, Ouais, il y enfin a autre bref. chose aussi. Mais Bref, c'est des feuilles. Alors, à Madagascar, ça s'appelle raftout, mais dans d'autres nations africaines, ça existe aussi sous un autre nom, avec d'autres préparations. Et donc, ces feuilles de manioc pilées, on les fait cuire très, très, très longtemps avec une viande de porc bien grasse, tu vois, une rouelle. Ou voilà, en tout cas, si tu n'as pas de rouelle, tu mets du bon gras de cochon avec. Et tu fais mijoter ça pendant super longtemps jusqu'à ce que ça ressemble à des épinards, tu vois, vraiment un vert très foncé avec un jus très foncé. Alors là, forcément, de façon auditive, ça va peut-être pas faire saliver, mais en termes d'odeur, tu fais roussir le porc avant. Vraiment pour qu'il rende tout son gras et qu'il prenne une couleur bien dorée. Et après, quand tu assembles le tout, là, tu mets ça avec du riz. Tu accompagnes ça de riz, forcément, parce que le riz, c'est genre la base de tout. Et avec un petit peu de piment, un peu d'achar de légumes ou de de tomates. concombre et de tomates. Voilà, tu mets ça sur le côté du plat. Et ça, c'est un plat malgache assez typique, ouais. Tous les Malgaches le connaissent. Ouais, et après, tu dors. C'est une lourde, très lourde question. Et en général, la petite anecdote, c'est il faut avoir ta brosse à dents pas loin parce que les feuilles de manioc pilées, ça se coince dans tes dents. Mais bon, tout le monde est logé à la même enseigne après le repas, donc c'est pas grave, on peut sourire et rigoler ensemble. Et après, tu fais la sieste, quoi. Ok. Et le plat réunionnais, si vous deviez en citer un? Le plat réunionnais, si je dois en citer un, moi je dis le plus connu de tous, c'est le rougail saucisse. Ouais, C'est des saucisses qu'on fait revenir un peu qui sont fumés. qui sont fumées, qu'on fait revenir un peu à l'huile et puis un peu de sel et puis voilà. Et puis après, au bout d'un moment, on y rajoute l'échalote, on y rajoute la Tomates. tomate, ingrédient incontournable, avec les épices, un peu de curry, un peu Ouais, ça, c'est de... notre recette. Attention, s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, il y aura peut-être des Voilà, puristes qui vont dire non, surtout pas surtout pas. d'épices. Mais ça, c'est notre recette à nous. C'est notre recette à nous. Mais en tout cas, les épices dedans, c'est assez léger, quoi. Un peu de thym, un peu de trucs comme ça. Je vous rassure, il y aurait le même débat avec le cassoulet, il y aurait le même débat avec C'est tout. sûr. Chacun Le a sa gratin recette. Gratin dauphinois dauphinois, avec ouais. ou sans fromage. Voilà, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse et moi je me sens un peu transporté, depuis un an, vous vivez, comme vous l'aviez dit, à l'aventure, c'est-à-dire vous avez changé plusieurs fois de logement et vous n'avez pas de logement fixe, entre guillemets, où vous vous êtes posé. Et est-ce que vous savez un petit peu où vous voulez aller, si vous avez prévu de rentrer en métropole, si vous avez prévu de rester plus longtemps? Bah oui, c'est vraiment l'aventure. En fait, on n'a pas de logement fixe à proprement parler parce que, comme Valérie l'a dit, il a de la famille ici à La Réunion. Donc, on est entre, voilà, on loge dans la famille à tour de rôle, pour l'instant en tout cas. Et bien sûr que c'est une situation qui est temporaire parce qu'on est nous-mêmes une famille et on a bien pu vivre l'expérience enfin en tout cas, peut-être que les anciens, à l'ancien temps, ils savaient tous vivre ensemble sans problème. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on cultive ni en métropole, ni forcément à La Réunion, enfin, différemment. Et voilà, on sait bien que ça peut pas durer éternellement comme ça. Euh, donc du coup, on n'a pas non plus pour l'instant de plan pour la suite. Donc c'est vraiment, on est dans un... Ouais, c'est du freestyle, là. Ah ouais, complètement. Et du coup, J'adore le mot. pour moi qui ai grandi plutôt dans une éducation où il faut absolument tout maîtriser, contrôler, voilà, tout anticiper, moi c'est un énorme apprentissage pour moi. Pour le coup, quand on parle d'aventure, on imagine le cliché de ouais, dans des paysages sublimes, sous un orage, je sais pas quoi. Enfin, on a un peu ce truc de l'aventurier à la Indiana Jones, mais en fait, l'aventure, ça peut être complètement autre chose.
Et moi, j'ai voulu vivre l'aventure et je suis vraiment servie d'un point de vue intérieur aussi, quoi. C'est vraiment plus les mêmes repères du tout reconstruire. Euh, voilà, une autre façon d'être en relation avec les autres, essayer de trouver sa place sans avoir sa place non plus. C'est, ouais, franchement, c'est dépaysant, mais pas comme c'est dépaysant par rapport au soi qu'on est avant de partir. Pas forcément par rapport à un territoire, quoi. C'est ça la vraie aventure. Moi, j'ai compris que c'était ça finalement, tu vois. Ok. Et toi, Valérie, c'est 1 an. Comment tu pourrais l'exprimer? C'est tes batteries qui se rechargent. C'est quoi? Explique-nous comment tu pourrais nous le décrire. Alors, bah, moi, vu que je suis un mec assez imagé, donc c'est comme si j'étais un arbre entre deux pays, avec une racine d'un côté, l'autre partie de la racine de l'autre côté. Et en fait, je puise des deux, et je puise dans le sol avec les deux côtés. Et là, c'est en train de bah, l'arbre, il commençait un peu à avoir des feuilles jaunes pendant que j'étais en métropole. Et puis bah, là, c'est comme un renouveau quand même là. C'est vachement ressourçant. C'est beaucoup de positif, malgré les hauts et les bas de la vie, bah, comme dans chacun. Hein, mais quand même, au plus profond, c'est super nourrissant, quoi. Parce que déjà, je suis parti, j'étais tout seul. Et puis quand je suis revenu, on est à trois. Donc déjà, la dimension aussi a changé. Donc du coup, c'est beaucoup plus enrichissant en termes de soi, en fait. Mm. C'est vraiment, oui, c'est nourrissant. C'est nourrissant. Ok. Et allez, je pense on va conclure, mais moi j'aimerais bien que tu puisses me dire en tant que Réunionnais s'il y avait un ou deux endroits incontournables à aller voir, mais plutôt ce côté justement où toi tu es un local et tu vas pas nous parler des lieux touristiques. S'il y avait un ou deux endroits incontournables à faire à La Réunion, pour quelqu'un qui veut pas faire le touriste de base, y aurait un endroit que tu dirais? Ah, bah, clairement, je dirais toute l'île est une découverte, donc je ne peux pas dire qu'il y a un Je endroit. m'attendais à cette réponse, hein, quand même, j'avais préparé dans ma tête. L'île porte bien son nom, D'île d'île intense, ouais. intense. C'est vraiment, même si c'est pour une semaine, ce n'est pas grave, mais il faut faire le tour au moins une fois parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de trucs à voir. Mais bon, une chose qu'on ne voit pas tous les jours quand même, c'est quand même le Piton des Neiges qui moi-même en étant entre guillemets local, j'y suis jamais allé. Je suis arrivé à mi-chemin, mais le Piton des Neiges visiblement c'est quelque chose quand même qui est C'est qui a fantastique, à faire, ouais. qui est à faire. C'est le plus haut sommet de la Réunion qui culmine à 3000 mètres quasiment. Ouais. Là, t'as la vue sur l'océan, là, c'est sûr. Tu te sens seul au monde, je pense. Et pour terminer, Laurence, toi, tu dirais que les plus gros étonnements par rapport à ta vie à La Réunion, ce serait quoi? Bah, en fait, j'ai eu beau entendre tous les récits de Valérie, regarder toutes les émissions qui passaient à la télé sur La Réunion, bref, potasser le truc à fond depuis des années qu'on se connaît. Bah, le vivre, c'est encore autre chose. Enfin, ça, Mhm. il n'y a pas besoin de voyager pour le savoir, je pense, mais je Mhm. confirme. Et en fait, je pense que la plus grosse découverte pour moi, ça a été la masse. Alors, je vais essayer d'expliquer. En fait, quand je suis descendue de l'avion, euh, alors parce on n'est pas arrivé en même temps sur l'île de la Réunion. Valérie est partie avant moi parce que j'ai perdu ma sœur juste au moment où on devait partir. Donc, on est parti en différé. Et du coup, j'étais seule avec mon fils. On a atterri là, très tôt le matin. Et en fait, quand tu arrives, alors moi, j'ai pas vu d'en haut l'île. J'étais de l'autre côté de l'avion. Et quand je suis sortie, j'ai vu cette masse de roches, de terre. Enfin bref, tu vois, ce relief de la Vert. Réunion. Alors même, moi, j'ai pas vu le vert. J'ai vraiment Mhm. ressenti une masse, une montagne énorme. On a beau savoir que c'est une île en relief, la Réunion, c'est un volcan en fait, hein, qui fait que de sortir et ça amasse des couches de lave. Ben,
En fait, c'est impressionnant de sentir cette masse comme ça je voyais même pas le sommet. Il y avait une bande de nuages, je voyais pas en haut et c'était hyper abrupt. Et c'est ça qui m'a le plus touchée. Et encore aujourd'hui, quand on sort, là en ce moment, on est dans un appartement et dès qu'on sort de l'appartement, tu as juste à te tourner, tu revois cette masse et je trouve que c'est super fort. C'est à la fois impressionnant, intimidant. Ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que l'île, elle descend vraiment à pic dans la mer et qu'on va glisser avec, donc une espèce de vertige. Et en même temps, il y a quelque chose d'hyper accueillant, réconfortant il y a de la matière, quoi, tu vois, c'est que il y a une abondance et une immensité sur une toute petite île et tu le ressens avec cette masse-là, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais moi, c'est ce rapport au relief qui me touche le plus ici. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose, parce que je pense qu'on pourrait rester des heures et moi je pourrais vous écouter parler de vos aventures, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire sur le podcast et je sais pas, en rapport avec la Réunion, en rapport avec le voyage, avec le fait d'oser franchir le pas, qui est important pour vous et je vous laisse l'opportunité de le faire ou est-ce que vous avez dit ce que vous aviez à dire? Moi, je me sens bien de m'adresser à tous les timides du voyage et à tous ceux qui, comme moi, fantasment beaucoup, enfin, admirent beaucoup ceux qui voyagent, enfin voilà, qui envient, qui voient, qui regardent ces pays ailleurs, mais qui se disent un jour peut-être, ouais, je voyagerai, qui se considèrent pas comme voyageurs. J'ai envie de leur témoigner que, en fait, moi, je suis pas du tout une aventurière, je suis pas une voyageuse. Et en fait, c'est juste génial. En fait, c'est pas le fait de voyager pour consommer. C'est plutôt, c'est le fait de voyager, c'est vraiment le changement de repère, le changement de changer de zone de sécurité, parce que je pense que pour les personnes qui se reconnaissent, et moi, si j'ai pas voyagé, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à me sentir en sécurité. Je suis un peu une flippée de la vie. Et Mhm. pour tous les flippés de la vie, en fait, il vous suffit de peu il suffit que vous sécurisiez un minimum votre base, votre voyage. Vous pouvez vous dire mais de quoi j'ai besoin au minimum pour me sentir en sécurité euh, quelque part, mais aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, vous n'êtes pas obligé d'atterrir dans une résidence sécurisée avec des gardes du corps. C'est pas forcément ça, mais à l'intérieur de vous, de quel minimum vital vous avez besoin pour vous sentir bien quelque part. Voilà, c'est le minimum à avoir pour pouvoir voyager en fait. Et ça vaut carrément le coup parce que c'est une forme de retraite par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on maîtrise. Et il n'y a rien de mieux, je trouve. Enfin, moi, j'ai grandi en un an, mais un truc de fou. Alors que j'ai 33 ans et j'ai l'impression d'avoir grandi j'en sais rien moi, mais voilà, donc ça fait vraiment grandir et à tous les timides et ceux qui ont peur, allez-y franchement quoi. Allez-y et ça vaut vraiment le coup. Merci pour le message. Valérie, t'as un message que tu veux passer? Euh, Là, comme ça, À tous les j'aurais, expats. j'aurais tellement de choses à dire, mais bon, oui, à tous les expats, à tous les gens, les jeunes, peu importe d'horizon, eh ben, c'est bien de partir, de chercher ailleurs ce qu'on n'a pas là d'où on vient. Mais il faut aussi ne jamais oublier d'où on sort réellement, parce que, bah, en fait, faire le chemin inverse aussi, il est super important. Et ne jamais oublier d'où on est, d'où on est exactement, quoi. Merci pour ces deux derniers messages qui sont top. Oser dire qu'on flippe et rappeler aux gens que on se construit par rapport à ses racines aussi. C'est hyper important et ça fait partie des choses que j'avais envie de mettre en avant en lançant Loin de chez soi. Donc merci d'avoir rempli cette mission. Je vous souhaite une bonne nuit puisque vous, elle est avancée de un peu plus que nous, hein, 2 heures de décalage horaire. Et je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir accepté de partager votre histoire sur le podcast Loin de chez soi. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.